Et ce matin, notre invité est Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC et l'un des porte-parole de l'intersyndicale de la fonction publique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors que vous avez signé un accord cadre mercredi avec le gouvernement après 2 jours de grève générale. On y retrouve 4 points, dont l'augmentation de 1% du point d'indice dès ce mois-ci. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord cadre ? Bien évidemment qu'on est satisfait. Je voudrais juste repréciser une chose parce que j'ai entendu sur les différentes ondes que cet accord cadre faisait l'objet de pas mal de critiques. Je voudrais replacer les choses dans le contexte qui nous ont conduit à le faire. On a voulu partir plutôt sur cet accord cadre parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ça appartient à César. C'est bien l'intersyndicale qui a proposé un accord cadre et personne d'autre au président du gouvernement. Et l'objet de cet accord cadre est de déborder le protocole de fin de conflit qui aurait dû être signé. Et quand je dis déborder, c'est parce que nous sommes prêts à aborder d'autres sujets que celui justement de la fonction publique. Vous demandiez 3,5%. Vous obtenez 1% maintenant et éventuellement des discussions pour 2,5% plus tard. On a toujours demandé 3,5%. Je l'ai rappelé tout au long des deux dernières journées de mobilisation. On demandait 3,5% sur 2 exercices budgétaires, donc 1% en 2023 et répartition des 2,5% sur l'exercice budgétaire 2024. Pour la première fois, depuis le début de notre conflit, il y a 1 an, ces 2,5% supplémentaires sont inscrits dans ce document. Et c'était bien l'objectif. En contrepartie, c'est vrai que le gouvernement nous a toujours dit qu'il était compliqué pour lui de les financer. C'est l'intérêt de cet accord cadre. Parce que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est aller travailler sur la réforme du RUAM, aller travailler sur les réformes de la fiscalité, aller travailler sur la TGC, aller travailler sur les réductions de dépenses, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que nos élus nous disent et nous opposent systématiquement qu'il n'y a plus de recettes. Mais nous, on ne veut pas se contenter que de trouver des recettes. Il faut économiser ce qu'on peut économiser. Et je rappelle que le conseil d'administration de la CAFAT, en décembre 2021, a fourni aux élus des pistes de réflexion au travers d'un document qui nous conduisent à des réductions de dépenses. Et malheureusement, depuis, on n'a pas eu aucun retour sur le sujet. Et le total de ces dépenses sur 2 exercices avoisinerait les 3 milliards. Donc aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'accord cadre. Allez, on descend dans la rue avec eux, dans l'arène, et on discute et on avance. Pour vous, il ne faut pas faire uniquement des économies sur la fonction publique ? Complètement. C'est inacceptable de faire des économies uniquement sur la fonction publique pour nous financer nos 3,5%. C'est inacceptable. C'est ça l'intérêt de l'accord cadre. C'est allons voir ce qu'il y a à côté, de façon à améliorer le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, de dégager des ressources, mais aussi d'économiser. Et puis, une fois qu'on aura réussi à ce genre de manœuvre, orienter les recettes nouvelles vers d'autres projets, et en partie la fonction publique. Pas que la fonction publique, mais il y a bien d'autres projets. Il faut refinancer les dépenses publiques, par exemple. Il faut donner du travail aux entreprises. Et qui peut mieux, à l'heure actuelle, que les collectivités, fournir ce genre de travail. Donc voilà, il faut réorganiser les recettes et puis les réductions de dépenses. Donc pour vous, la Nouvelle-Calédonie a les moyens, en allant chercher les financements, de vous donner 3,5%, de vous donner gain de cause à la fin de l'année. On sait qu'il y a déjà eu un point qui est estimé à 1 milliard, donc 500 millions jusqu'à la fin de l'année. La Nouvelle-Calédonie a les moyens, selon vous, d'aller trouver ces financements ? La Nouvelle-Calédonie doit se donner les moyens. Et les élus du Congrès également doivent participer aux travaux. On ne s'adresse pas là qu'aux élus du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Parce que ça crée des différences finalement entre les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux. Et pour ça, pour vous, il y a un vrai risque là-dessus ? Que des Calédoniens choisissent d'être fonctionnaires d'État plutôt que fonctionnaires territoriaux. On sait que vous les incitez à aller dans la fonction publique territoriale. Bien évidemment, il y a un métier très ciblé d'ailleurs, c'est celui des enseignants du second degré, où aujourd'hui, lorsque une personne réussit le CAPES, c'est-à-dire le diplôme d'accès à l'enseignement, il est fonctionnaire stagiaire de l'État pendant 1 année. Et au bout de cette année, il a l'option de choisir entre devenir un cadre territorial ou rester cadre d'État. Si le décalage que l'on connaît aujourd'hui persiste, la personne en question va forcément choisir le cadre d'État. Et là, la raison, elle est très simple, c'est qu'il y a une différence de salaire qui peut varier de 50 à 100 000 francs par mois.
Mais il y aura il y aura des répercussions catastrophiques pour nous, la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la CLR. Vous en avez parlé sur vos ondes, pas plus tard qu'hier encore. La CLR est dans un état très critique. Donc si aujourd'hui, ces personnes-là partaient vers une fonction publique de l'État, ça ferait des cotisants en moins pour notre caisse locale de retraite. Alors parmi les pistes de réflexion du gouvernement pour faire dégager des économies, il y a le fameux jour de carence, c'est-à-dire le premier jour d'arrêt maladie qui ne soit pas payé dans la fonction publique territoriale. Vous vous opposez à ce jour de carence à l'heure actuelle? En l'état, à l'instant présent, on s'y oppose. C'est la raison pour laquelle on a longuement échangé lors de ces deux jours de négociation, et c'est la raison pour laquelle il a été différé dans le temps. Parce que nous, le jour de carence, on n'y sera pas opposé le jour où on atteindra les 3,5% d'augmentation. En l'occurrence, aujourd'hui, il en est pas question, parce que ce qu'a essayé de faire le gouvernement avec ce jour de carence, c'est de nous le mettre pour financer les 1%. Donc on nous prend d'un côté pour nous redonner de l'autre. C'est pas acceptable. C'est pas comme ça qu'on construit quelque chose de durable. Et donc il y aura des assises de la fonction publique, il y aura un certain nombre de rencontres d'ici la fin de l'année. Quels seront les grands thèmes abordés dans ces rencontres? Ça fera partie le jour de carence, je suppose, mais il y aura d'autres thèmes? Oui, là, l'ambition que nous avons tous, c'est de tout poser sur la table. Rien n'est décidé, contrairement à ce que j'ai pu comprendre dans les propos de M. Mouliava. Il ne faut pas se tromper. Nous, on est prêts à tout poser sur la table, à discuter, de façon à tordre le cou à beaucoup de choses qui sont certifiées aujourd'hui, comme par exemple les fonctionnaires ont des salaires indécents, ça coûte trop cher, il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Nous, on veut poser tout ça sur la table, de façon à ce qu'on fasse un bilan et qu'on torde le cou à ces préjugés, parce que pour nous, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait aller, par exemple, dans le système de santé, qui regroupe environ 2500 agents publics, comment on pourrait aller réduire les effectifs alors qu'on n'arrête pas d'entendre sur les réseaux sociaux ou dans les médias qu'il y a un manque de médecins, qu'il y a un manque d'infirmiers. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se pose et aussi qu'on fasse cette fameuse comparaison des salaires entre le public et le privé pour prouver que ce qui est avancé aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. Donc là, on lève un tabou. On a longtemps refusé de faire ce genre de travaux, mais là, il faut qu'on y aille aujourd'hui pour prouver que les fonctionnaires et les agents publics et les retraités de la fonction publique, ils ne sont pas si bien lotis que ça. Aujourd'hui, l'intersyndicale arrive à parler d'une même voix. On sait que vous étiez parti en ordre dispersé au départ l'année dernière lors du conflit. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, vous vous retrouvez entre les différentes organisations syndicales? Oui, alors là, oui, complètement. C'est bien, parce qu'au moins, même si on n'est pas toujours tous d'accord, on arrive à trouver des lignes qui nous emmènent vers les mêmes endroits. Et c'est important d'être soudés face à nos interlocuteurs. Il y a un point de discussion, vous évoquiez à l'instant, Christophe Coulson, les propos de Vaïmoa Mouliava. Sur notre antenne hier, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique disait que, notamment pour sauver la CLR, il faudrait prendre des mesures impopulaires. Il pense notamment au recul du départ de l'âge légal à la retraite. Concrètement, là-dessus, il y a des discussions qui seront menées aussi en fin d'année. C'est un sujet qui va revenir sur la table? Forcément, ça va revenir sur la table. Mais comme je l'ai dit à M. Mouliava lors de nos négociations ces 2 derniers jours, il va falloir être donnant-donnant. S'il veut qu'on aille discuter sur ce terrain-là, il va falloir qu'il nous donne nos 3,5%. C'est aussi simple que ça. On sait qu'en métropole, ils ont obtenu également 1,5 en plus en juillet de cette année lié à l'inflation. Finalement, c'est un sujet qui pourrait revenir encore à le point d'indice, même s'il y a les 3,5% en fin d'année? Écoutez, à chaque jour, ça peine. On va déjà essayer d'obtenir nos 3,5%, mais on verra la suite. En attendant ces différents rendez-vous en fin d'année, quelle est la suite du mouvement? Vous restez vigilant, vous commencez à travailler sur ces différents thèmes en vue de cette réforme peut-être du statut des fonctionnaires? Écoutez, on ne commence pas à travailler. On continue de travailler, puisque dès mercredi, dès avant-hier, on était en commission spéciale du Congrès justement sur le RUAM, sur la réforme du RUAM. Et nous, ce qu'on a souhaité dire lors de nos échanges avec le président du gouvernement, c'est que cette réforme, il faut vraiment qu'elle intervienne avant la fin de l'année 2023, parce que c'est à partir de cette réforme qu'un bon nombre de problèmes vont être réglés. On sait que cette réforme du RUAM a divisé. Il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre de syndicats, des chambres consulaires également qui étaient dans la rue. Les syndicats de salariés étaient plutôt favorables sur un certain nombre de points. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail avance?
Ben, écoutez, le mercredi dernier, on a encore avancé un petit peu. Pour nous, les syndicats de salariés, c'est une redite puisque ça correspond aux travaux que nous avons menés de septembre 2022 à février 2023. Mais s'il faut passer par là, eh ben on y passe. Mais en tout cas, il faut que ça avance. Et il me semble que le président du gouvernement a fixé une deadline qui est septembre 2023. Christophe Coulson, est-ce que vous avez l'impression que parfois on perd du temps sur certains dossiers, un temps qui semble précieux étant donné l'état des finances? On perd beaucoup de temps. Et c'est bien dommage. On ne cesse de le répéter. On perd énormément de temps et ça ne fait qu'empirer les difficultés économiques de la Nouvelle-Calédonie. Avec donc des discussions qui sont en cours sur un certain nombre de gros dossiers. Où en est le dialogue social aujourd'hui? Est-ce que les organisations sont entendues, notamment par le gouvernement? Est-ce que d'ailleurs il fallait en venir à une grève alors que vous étiez en discussion depuis des mois sur ce sujet pour en arriver là? Alors, si on en est arrivé à une grève, c'est que le dialogue social est un peu en panne. Ça a été soulevé lors d'un entretien qu'on a eu au Congrès lundi dernier. Ça a été soulevé par le député Dunoyer. D'ailleurs, je l'en remercie parce qu'il a fait le constat que ce dialogue social était en panne. Et aujourd'hui, si le dialogue social est en panne, c'est parce que les élus ont pris un peu de distance avec les organisations syndicales. Je dis ça parce qu'il y a eu quelques années, de 2004 à 2015, où les élus venaient souvent à notre rencontre, nous les partenaires sociaux, discuter avec nous, organiser des sessions et le dialogue se faisait. Malheureusement, depuis 5 ans, 7 à 5 ans, c'est plus du tout la même chose. Et il y a un fossé qui s'est recreusé entre nous, entre donc les élus et nous. Et voilà, ça commence à se retraduire sur le terrain aujourd'hui. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour qu'on essaie de remettre au mieux ce dialogue social en place. Il y a eu un communiqué également du Palika qui critiquait vivement votre mouvement. On sait qu'il y a eu une réponse de la Fédé. Vous, au niveau de l'UTCFE-CGC, ou en tout cas en tant que porte-parole de cette intersyndicale, comment avez-vous accueilli ce communiqué du Palika qui disait que concrètement, on ne pouvait pas entendre votre mouvement étant donné la situation de la Nouvelle-Calédonie? Vous le comprenez alors que vous veniez de signer un accord cadre avec le président du gouvernement? Oui, écoutez, j'ai bien entendu lors de votre journal de ce matin le communiqué de la Fédé. Je le rejoins complètement. On en avait discuté entre nous. Donc oui, non, ce courrier est la preuve que ça vient détruire le dialogue social entre les politiques et nous. Et c'est pas acceptable. On peut pas se targuer de construire un pays et sortir ce genre de communiqué. Merci beaucoup Christophe Coulson d'avoir été avec nous ce matin.